Bonjour, monsieur Justin Magloire Zolofoy. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Écoutez, je me porte bien comme il faut. Vous êtes le secrétaire à la communication, porte-parole du parti, membre du bureau politique de l'UDH-UD, le parti des Guigis Parfaits Toléras. Alors, le siège de votre parti, l'UDH-UD, a été vandalisé, saccagé par ses propres militants, impuissants dans le deuxième arrondissement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci, parce que c'est une question très importante. Aujourd'hui, le public se pose des questions, s'interroge. Que s'est-il passé réellement? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des militants qui se sont rendus au siège de l'UDH à Bissa pour, semble-t-il, empêcher la tenue d'une passation de consigne entre le trésorier général sortant et le trésorier entrant. Et donc, de par cette activité empêchée, il y a eu sans doute des mouvements de panique, d'énervement qui ont amené à ce que nous avons vu tous à la télé. Mais d'emblée, il faut dire une chose. Nous sommes des humanistes, nous sommes des républicains, nous condamnons tout acte de vandalisme. Nous condamnons tout ce qui est violence, verbale ou physique, n'est-ce pas? Parce que le respect de l'individu est très important et le respect aussi du siège. Le siège étant un endroit de réflexion, un endroit de travail. Le siège, c'est même l'identité de notre parti. Donc vandaliser le parti, c'est vandaliser l'identité, porter atteinte, n'est-ce pas, sur l'identité de notre parti. Et donc nous condamnons cela. Mais encore, maintenant, il faut relativiser. Il faut relativiser parce que moi-même, c'est moi qui ai demandé, qui ai appelé, parce que j'étais à une réunion dans une institution, j'ai dû demander, quand on m'a appelé pour m'informer de ce qui se passait au siège, m'a dit qu'il y a eu vandalisme et tout. Donc j'ai appelé une télévision de la place et j'ai demandé à ce qu'ils aillent prendre des images pour qu'on... Parce que je me disais que le vandalisme c'était fait peut-être par des bandits ou je ne sais pas comment, mais jusque-là je n'avais pas la maîtrise des choses. Ce sont vos propres militants? Ce sont nos propres militants parce que je suis allé à la recherche de l'information, ce sont nos propres militants. Et ce sont même les mêmes militants qui nous ont... qui ont apporté la pierre à l'édifice au moment où nous étions en disgrâce entre les deux partis, n'est-ce pas, du bureau politique, c'était en disgrâce. Et ce sont ces mêmes militants qui sont allés convaincre monsieur le ministre Michel Mampouya pour qu'il soit le médiateur entre les deux partis. Ce sont ces mêmes militants qui ont fait que le parti a pu se transcender pour sortir de la crise qui était là, dans laquelle il s'était malheureusement... Mais est-ce qu'à votre niveau, vous avez cherché à comprendre les motivations qui ont conduit à ce saccage? Bon, j'ai interrogé ces mêmes militants, j'ai interrogé 2 ou 3, et qui m'ont dit qu'ils se sont rendus, effectivement, ils ont reconnu qu'ils se sont rendus au siège, ils ont empêché la tenue de la passation. Et j'ai dit, mais alors, qu'en est-il? Pourquoi il y a eu casse au niveau des NACO? Pourquoi on parle du drapeau du parti qui a été sorti de son mât? Et donc, ils m'ont dit non, qu'ils ne l'ont pas fait. J'ai dit, mais donc, qui l'a fait? Donc, voyez-vous, je pense que c'est bien puisque j'apprends qu'il y a une plainte à la justice, ça serait bien pour qu'on reconstitue ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il semblerait qu'après leur passage, il semblerait qu'il y a eu un autre... Il y a eu une main noire. Il y a eu je dirais une main noire, mais peut-être une main bien identifiée qui a organisé les choses pour nous mettre dans une situation de trouble comme celle que nous connaissons. Mais bon, mais je pense qu'il faut laisser le temps à la justice de faire. Mais c'est même l'occasion de dire, nous avons un organe dans notre parti, qui est la CNED, la Commission nationale
de discipline. Donc normalement c'est cette commission qui devrait déjà reconstituer tout ce qui s'est passé pour qu'on sache réellement, pour que les militants soient au courant au lieu de laisser... Ok, Monsieur Zolefoy, vous êtes la bouche autorisée. L'opinion pense que les cadres de l'UDH-UPI ne parlent plus le même langage. Bon, il y a plusieurs sons de cloche, paraît-il, et le parti pourrait être démembré sur le micro-garde. Est-ce que le parti des Guides Parfait Toléras se porte bien? Bon, vous savez, si je disais que nous nous portons bien, le parti se porte bien, c'est mentir, puisque le public a vu ce qui s'est passé et nombreux même de ceux qui ont vu sont dans les mois. Non, il y a des problèmes, il y a des discordances, il faut se le dire. Il y a des discordances et je pense même que la première crise a encore ses effets en nous. Mais je pense qu'il faut se sublimer, il faut se transcender, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir pour chercher le juste milieu. Et c'est ce que je ne cesse de dire, je cesse de proclamer tout haut, pour dire que nous devons nous asseoir pour s'entendre, pour faire de sorte que la division d'aujourd'hui, s'il y a division, que ce ne soit qu'une histoire du passé. Parce qu'au fond, il faut resituer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quelles sont les motivations de toute cette crise? Nous avons, en avril 2022, nous avons eu l'occasion de nous retrouver autour d'une même table, autour du médiateur Michel Mambouya. Et nous avons donc signé un code de bonne conduite. Et ce code de bonne conduite, je ne vais pas en parler totalement, mais je veux dire, l'engagement 3 de ce code de bonne conduite nous a mené à créer comme la salubrité, n'est-ce pas, dans notre parti, pour essayer de nettoyer tout ce que les uns et les autres ont eu à faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions qui avaient été prises par l'une ou l'autre parti, donc toutes ces décisions, il fallait les faire tomber. Pour repartir, il fallait faire table rase, pour repartir, n'est-ce pas, à un point zéro, pour redémarrer et donc rester dans la vision de Guides Parfait Toléras. C'est ce que nous avons fait. Nous avons signé ce code de bonne conduite. L'engagement 4 de ce code de bonne conduite disait que le bureau politique devra préparer le chronogramme du congrès. Donc, c'est au bureau politique de préparer le programme du congrès, n'est-ce pas? Et donc, on devait travailler ensemble au bureau politique pour préparer ce programme du congrès. L'engagement 6 dit plutôt que s'il y a eu, en la matière, s'il y a des contradictions, les deux vice-présidents devraient se réunir, s'entendre, parce que nous avons constitué un quarto, il y a les deux vice-présidents, le secrétaire général et le secrétaire permanent du bureau politique. Donc d'abord les deux vice-présidents s'entendent, ensuite ils en parlent au quarto et tout le quarto maintenant ramène la discordance sur la table du bureau politique. N'est-ce pas? Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être ça qui a motivé la descente de nos militants au CSU. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous avons tenu une réunion du bureau politique, sous la présidence du premier vice-président et de son quartier, nous avons donc, au cours de cette réunion du bureau politique, constaté la démission de notre frère, le trésorier général sortant. Il a démissionné simplement de cet office parce qu'il ne voulait pas faire un cumul de fonctions compte tenu de ses nouvelles fonctions à l'hémicycle. Nous avons donc constaté et nous nous sommes dit il est donc urgent qu'ensemble nous remplaçons un trésorier général à ce poste. Et donc le président avait dit que oui, mais pas aujourd'hui, nous verrons cela après. Mais malheureusement, donc en fait, de cette réunion devrait se tenir une autre réunion du bureau politique pour décider, n'est-ce pas, qui des nôtres pourrait prendre cet office. Et en même temps, on avait décidé qu'on fasse un retoilettage du rapport des élections. Parce que, vous savez, lorsqu'on a pris part à des élections, on en tire des conséquences et des leçons. Donc on s'est dit, il faut
refaire le rapport, l'archiver pour que dans 5 ans, nous nous servons de l'existant pour aller de l'avant. Et en même temps, on s'était aussi entendu que sur le plan financier aussi, il fallait faire une commission, mettre en place une commission qui devrait, n'est-ce pas, faire un toilettage des finances, de sorte que, avec la nouvelle mandature, la nouvelle législature, nous fassions mieux que ce que nous avons fait. C'est comme ça qu'on s'est entendu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des actes qui sont sortis par les réseaux sociaux. Moi-même, en tant que membre du bureau politique, j'ai vu le premier acte, deuxième acte, troisième acte. J'ai quand même écrit sur nos plateformes, attention, là où nous allons là, ce n'est pas bon. Il faut faire asseoir le bureau politique, que le bureau politique va entériner. Heureusement, les actes sont sortis. Bon, ça a créé déjà... Et parmi ces actes, il y a eu l'acte de nomination du nouveau trésorier général. Il y a eu déjà du bruit dans la cité, mais nous avons calmé les ardeurs, nous avons dit, nous irons au bureau politique, nous irons en réunion, donc attendons. Alors, non, je n'ai pas fini. Il y a un acte qui va, je pense, susciter la colère des militants. Alors, c'est l'acte 012, je crois. L'acte 012 qui a été signé. Ce n'est pas un acte, mais c'était une note, une circulaire qui avait été signée en mars 2021. Donc, au moment où nous sommes en session. Et cette circulaire mentionne quoi? Cette circulaire fait état du comité d'organisation du Congrès. Est-ce que vous... Alors, donc sur la toile, on sort cette note, comité d'organisation du Congrès. Alors là, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Parce que réellement, ce comité d'organisation, tel que libellé, était constitué au moment où nous étions en transition. Et donc, alors qu'en avril 2022, il avait été dit que tout ce qui avait été pris par l'un ou l'autre groupe devrait tomber. Et que donc, il fallait repartir sur de nouvelles bases. Donc, en principe, nous, au bureau politique, on attendait que nous mettons en place, ensemble, collégialement, cette équipe de coordination, d'organisation, n'est-ce pas, du Congrès. Malheureusement, la note sort. Et la note a été signée en mars 2021. Alors ça, je pense, je ne suis pas dans les esprits de nos militants là. Je pense que c'est cela qui a suscité toute la colère pour que les militants se soient rendus au siège pour empêcher cette passation de conseil. Mais présentement, M. Jolifo, qui assure la coordination de l'UDH, la coordination nationale? L'article 53 des statuts stipule que si le président élu est empêché, après séance, le premier vice-président, le deuxième vice-président. Donc aujourd'hui, l'empêchement dans nos statuts, il n'est pas stipulé l'empêchement définitif. Vous comprenez que la mort c'est un empêchement définitif. Mais nous n'avons pas cette disposition. Donc nous avons transcendé. Nous disons que c'est un empêchement. Donc la présidence dit c'est le premier vice-président qui doit diriger, n'est-ce pas, le bureau politique, puisque le bureau politique est l'instance dirigeante, et donc le parti par gauche. Et donc aujourd'hui il ne fait pas l'unanimité. Mais vous savez, si des militants, parce qu'on dit que ce sont des bandits, mais je vous dis que ce sont les mêmes qui nous ont aidés, qui ont apporté la pierre à l'édifice pour que le parti puisse reprendre son cours normal. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont créé cette union. La scission était forte, mais ce sont les mêmes qui sont allés voir les autres et qui sont allés voir l'autre parti et qui ont regroupé. Et je salue l'effort que vous avez eu à consentir. Parce que sans eux, je pense qu'aujourd'hui, vous allez se regarder en chaîne de faillite. Et c'est eux qui l'ont fait. Maintenant, vous dites, si le premier vice-président fait l'unanimité, mais au regard de ce qui se passe, parce qu'au fond, si des militants vont empêcher une réunion qui est convoquée déjà par le premier vice-président, si les militants se rendent chez lui, ils sont assis, moi j'ai vu qu'ils étaient assis fraternellement,
vraiment fraternellement, je crois que c'était à la grandeur de sa maison. Ils se sont assis fraternellement. Le président les a même bien reçus. Et je salue son élan fraternel parce qu'il a reçu ces militants, il les a entendus. J'ai observé moi personnellement une violence verbale, mais je n'ai pas observé une violence physique. Donc quand j'apprends que qu'il a été menacé de mort, j'ai vraiment fait l'effort d'audition et de visu. Je n'ai pas retrouvé cela. Mais bon, qu'à cela ne tienne, parce que vous savez, dans la communication, il faut faire très attention. Nous sommes dans un parti de masse, mais ce qui compte, ce n'est pas la communication conflictuelle. Et nous, la base aujourd'hui n'a pas besoin vraiment d'écouter une communication conflictuelle, mais plutôt une communication qui rassemble. Et c'est cet effort qui est le mien depuis que Guy Brice Parfait-Kola m'avait placé à cet office de porte-parole du parti. Est-ce que les cadres sont unanimes? Est-ce qu'on peut parler en termes de l'unanimité au sein? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Il y a une crise de leadership. Il y a une crise de légitimité. Parce que le bureau politique est défaillant. Parce que les vice-présidences sont défaillantes. Parce que le secrétariat général est défaillant. Il faut le dire. Parce que s'il y avait un élan de solidarité, un élan de militantisme, comme Guy Brice Parfait-Kola l'a appris, mais je pense que sincèrement, vous ne serez pas là à me poser des questions de ce qui s'est passé. Les choses allaient être gérées en interne, parce que c'est cela. Il faut savoir gérer les choses en interne. Mais nous n'arrivons pas à gérer les choses en interne. Nous nous exprimons. Et quand nous nous exprimons, nous ne savons pas ce que nous disons. Nous faisons vivre nos émotions. Le temps des émotions est fini. Il faut rassembler. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se sublimer. Pour se sublimer, il faut accepter l'autre. Pour se sublimer, il faut comprendre ce que veut dire l'autre. C'est cela, il faut comprendre la contradiction. Sans cela, eh ben, nous allons aller dans le débat. Donc, en définitive, l'unanimité ne s'y fait plus. Maintenant, peut-être c'est le Congrès qui va régler tout cela. À quand ce Congrès, monsieur le porte-parole du parti? Mais le Congrès, comme je vous l'ai dit, l'engagement 4 dit que le Congrès, c'est le bureau politique qui doit faire le chronogramme du Congrès. Mais là, vous voyez que moi, en tant que membre du bureau politique, je suis informé par les réseaux sociaux. Vous comprenez? On a mis une équipe, mais cette équipe ne peut pas faire l'unanimité puisque nous n'avons pas travaillé en bureau politique. Et la note circulaire qui constitue ce comité d'organisation a été signée en mars 2021. Donc c'est caduc. C'est caduc. Nous sommes un parti sérieux. Il faut que nous faisons les choses avec toute la sérénité et dans la collégialité, vous comprenez? Donc le congrès, comme vous le dites, le congrès, c'est normalement dans nos statuts, il faut le convoquer 10 mois avant. Donc, mais le président, pour convoquer le congrès, il faut que nous soyons assis ensemble au bureau politique pour déterminer la date. La date n'est pas encore déterminée. On dit c'est en mars. Mais vous savez, vous avez eu beaucoup de congrès dans ce pays, par des partis, par même la conférence nationale souveraine, on avait donné la date. On donne la date et après, on fait le chronogramme par rapport à cette date. Et s'il y a un événement qui fasse qu'on ne peut pas faire tenir le congrès à cette date, on l'avisera. Mais il faut d'abord donner la date. On n'a pas encore donné la date, il y a déjà la constitution du comité d'organisation, encore signée par une note, un comité d'organisation qui a été constitué et par une note qui date de mars 2021, au moment où il y avait la session. Donc, tout ce qui s'est fait entre-temps, ça s'est fait en dehors du code de bonne conduite qui a été signé en présence du médiateur Michel Mampouya. Et nous comprenons par là que la crise est encore profonde au sein de l'UDH. La crise sera profonde si le premier vice-président continue à prendre, disons, à sacraliser les actes qu'il a eu à signer en dehors du code de bonne conduite. C'est tout simple. Pour résoudre ce genre de choses, l'erreur est humaine. Personne n'est parfait. Moi, je dis personne n'est parfait. Je sais qu'il y a des cadres du parti qui sont en train, sans doute, parce qu'ils ont des agendas cachés, et qui jouent
sur l'homme qui est le premier vice-président. On lui fait signer des choses, parce que vous savez, l'acte de nomination du trésorier général, hein, il est dit, le bureau politique entendu, réuni entendu. C'est cela qui est signé. Mais le bureau politique ne s'est jamais réuni entendu. Donc vous voyez, c'est des choses, on ne peut pas, je pense qu'il faut laisser cet homme, il faut le laisser tranquille, qu'il travaille, parce que sans doute qu'il a son programme à lui, mais il faut le laisser travailler, parce que nous avons un respect à son endroit, parce que c'est un doyen, et je pense que ce qu'on lui fait là, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ont des agendas cachés, et qui manipulent, ils veulent diviser, ils veulent rendre ce qui est bloqué, ce qui est uni, ils veulent le rendre ça éparse. Pour que, par après eux, qu'ils rentrent dans le labyrinthe et qu'ils se fassent un nom. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et moi, je le dis, il faut que cela s'arrête. Okay. On doit laisser M. Ngouanou travailler tranquillement. Et je me doute, je commence même à me poser des questions. Comment se fait-il que ces genres de documents puissent circuler alors qu'aujourd'hui, M. Ngouanou s'est entouré d'un directeur de cabinet qui a beaucoup travaillé aux côtés de Guy Brice Traoré. Je ne comprends donc pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe autour des conseillers qui sont avec voilà, du vice-président. Je ne comprends pas. Donc qu'on le laisse tranquille, qu'ils travaillent, mais que leurs agendas, qu'ils les laissent de côté. Parce que l'intérêt du parti compte d'abord, avant leur intérêt personnel. Merci, monsieur le porte-parole du parti. Parlons un peu des élections législatives et locales. Vous êtes parti aux élections législatives et locales. On se demande si vous êtes parti en rang dispersé ou vous avez fait ça de façon consensuelle. On a fait bloc. Vous voyez que, je vous ai dit, en mars, on ne s'entendait pas. En avril, le ministre Mambouya est venu, nous a réunis avec, à travers les militants, les mêmes militants là dont je vous ai parlé, les militants qui sont aujourd'hui sur lesquels nous jetons le poids. Nous avons donc, nous nous sommes réunis et nous avons fait bloc. Nous nous sommes dit, ce qui nous divise est beaucoup plus petit, mais ce qui nous unit doit être fait. Donc de l'infiniment petit, nous sommes allés à l'infiniment grand. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons fait bloc. Malheureusement, là aussi, il y a eu des petits papillages, de coq en jambes, hein, avec une commission nationale d'investiture complètement laminée, avec des choix mal ciblés. Il y a des circonscriptions qu'on pouvait gagner plus que ce qu'on a fait. Vous vous rendez compte, même pour les élections locales, on a baissé par rapport à ce qu'on avait fait. Voilà. Donc, en fait, nous avons fait bloc. Mais en faisant bloc, nous avons réussi. Mais nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce que nous avons pu réaliser. Parce qu'on pouvait faire plus. Et nous sommes conscients aujourd'hui. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'il faut arrêter les divisions. Parce que ce sont ces divisions-là qui affaiblissent notre parti. Et nous sommes conscients qu'il y a une main noire. Mais la main noire, il ne faut pas toujours voir quelqu'un d'ailleurs. La main noire, c'est nous-mêmes. La main noire est au sein de notre parti. Parce que simplement, les uns les autres, les estomacs, les intestins se sont rétrécis. Il faut que nous ayons le même comportement que nous avons eu lorsque Guy Brice Traoré était là. On ne parlait pas d'argent. Maintenant, c'est de plus en plus, c'est de l'argent. L'argent. Nous avons tenu avec Guy Brice Traoré des meetings sans argent. Nos militants se déplaçaient sans percevoir un pécule. Ils venaient au meeting. C'était ouf. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Mais effectivement, nous perdons l'éthique à cause des cadres que nous sommes. Je le dis, nous sommes tous des responsables. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Et malheureusement, comme nous sommes responsables de ce qui se passe, nous jouons sur un élément. Et cet élément, c'est le vice-président. Donc, il faut le laisser tranquille. À lui de s'ouvrir à tout le monde. Qu'il s'ouvre à tout le monde, qu'il ne reste pas sclérosé dans un carré prédéfini, parce que c'est ce carré-là qui est en train de le mener dans les profondeurs des eaux troublantes. Et donc, monsieur le porte-parole, nous pouvons comprendre qu'en ce qui concerne les élections, la moisson n'a pas été bonne aux législatives et aux locales. Vous-même, vous l'avez accepté. Mi figue, mi raisin.
Mais je peux dire... Par rapport à l'époque... oui, pour la première fois que l'UDH Yuki présente des candidats, nous pouvons dire que c'était bien. Parce que cela nous a conduit à avoir une présidence de commission, à avoir un groupe parlementaire. Ça, c'est bien. Mais, au-delà de tout cela, on pouvait faire mieux et on pouvait transcender. On pouvait transcender et être... Parce que nous le sommes. Nous sommes la deuxième force politique dans ce pays. Après, pas, hein. Mais si nous le sommes. Nous le sommes. Dans bien des circonscriptions électorales, vous étiez absent. Lesquels, par exemple? On a vu un peu au nord du pays, quelque part dans la Boise également, oui. En Côte-Nord également. Non, mais vous savez, par une absence. Non, mais le problème, c'est de ne pas être partout. Le problème, c'est d'être là où on pouvait être. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vu que là où nous avons été, nous avons pu transcender. Le problème, c'est d'être là où nous pouvons être. Le problème, c'est de ne pas être comme une paramétrie, hein, s'étendre à toute la surface de l'eau. C'est pas ça. Mais déjà, nous avons montré quand même que le parti de Biblis Parti Kolela est bel et bien implémenté sur tout le territoire. Vous voulez confirmer que le parti... Mais je le confirme, nous avons eu un candidat à Bougnala, nous avons eu un candidat à Ouando, nous avons eu un candidat, des candidats dans le département de Poule, de la Bouenza. Ce n'est que dans le Niari qu'on a fait. Mais tout cela, vous savez, nous allons consolider. C'est pourquoi je vous dis, les divisions ne sont pas utiles en ce moment-ci. Les divisions ne sont que retarder notre élan. Il faut plutôt consolider les acquis pour que dans 5 ans, nous soyons plus forts que maintenant. C'est cela. Et nous nous battons pour cela. Les gens pensent que le parti est devenu amorphe, le parti n'est plus animé. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour redynamiser ce grand parti Yuki? Nous allons C'est le patrimoine pour certains. Oui, mais c'est pourquoi. Mais vous savez, le parti, en fait, nous, les cadres, on pense que le parti nous appartient. Le parti ne nous appartient. Du moment où l'UDH Yuki est devenu le parti qu'il est devenu là où l'a laissé Biblis Parti Kolela, il appartient à la République. Parce que l'UDH Yuki contribue à la démocratie, contribue à tout cette vie politique au Congo. Donc le DHUK n'appartient plus aux militants que nous sommes. Le DHUK appartient à la République parce que c'est une institution de la République maintenant. Alors, que faut-il faire pour le régler? Mais il faut se transcender. Moi je pense qu'aujourd'hui, si ces actes-là ne sont pas retirés pour qu'on reparte sur dans la bonne voie, pour le respect du code le code que nous avons signé avec le médiateur, si ces actes ne sont pas retirés, la crise va aller en crescendo. Est-ce que c'est ça l'intérêt que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Pas plus tard qu'hier, un autre document est sorti, toujours par les réseaux sociaux. On leur demande chaque instance de déposer les rapports. C'est pour vous dire qu'il y a une main noire. Et cette main noire, nous commençons à la connaître. Nous allons, si possible, demander même un débat avec cette main noire. Parce que nous avons, par les informations que nous avons reçues hier, il a fait un circuit. Et dans son circuit, à où il est passé, et après, il a été déniché quelque part où il a été, et puis paf, il y avait un document qui est sorti. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait cela. Mais nous disons, tout le monde peut être candidat à la présidence de l'UDH. Nous le disons. Nous sommes des frères et sœurs. Tout le monde. Quiconque qui le veut, peut remplacer Biblis Parti Kolela. Mais qu'il le fasse dans tout le respect de l'éthique, le respect de la vision de Biblis Parti Kolela et le respect des textes. C'est cela que nous devons. Les textes, les statuts et surtout le code signé par nous tous. Nous l'avons signé. Nous l'avons signé. Tous les membres du bureau politique avaient signé. Donc, il ne faudrait pas, franchement, que les appétits personnels puissent transcender, avoir une résilience sur le collectif. Ça ne passera pas. Je crois, je lance un appel à tous les militants de rester calmes et vigilants. De rester calmes et vigilants parce que ce qui se passe là, ce n'est pas bien pour l'intérêt du parti. Ce qui se passe
la division qui se fait, eh bien, ce sont les propres enfants de l'UDH qui sont en train de la mener. Et ce n'est pas bon. Il faut dénoncer ceux qui sont, par leur calendrier, par leur agenda caché, en train de mettre un millimélo dans le groupe UDH pour que finalement la dislocation se passe. Il n'y aura pas la dislocation, ça je peux vous le rassurer. Le parti vivra. Et je dis, vive l'UDH, vive le bureau politique, vive toutes les instances. Et je renvoie encore le message au président, au premier vice-président, de respecter les textes, de respecter le code que nous avons signé ensemble, qu'il revienne, qu'il s'ouvre à tout le monde, parce que il a l'intérêt pour lui, c'est de travailler avec tout le monde, et non de se scléroser dans un carré, parce que ce carré dans lequel il s'est sclérosé devient de plus en plus dangereux et l'amène dans les méandres des flots. Et ces méandres des flots ne seront pas bons. C'est pas le marigot dans lequel on l'amène, ce n'est pas un bon marigot. Il faut qu'il sorte de ce marigot, qu'il revienne en public, et les militants vont l'accueillir, vont le prendre avec lui et aller de l'avant pour préparer le congrès comme nous le voulons, comme l'a voulu Guy Bistrafet. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Nzolofwa. Je rappelle que nous avons reçu pour cette interview monsieur Justin Magloire Nzolofwa, secrétaire à la communication, porte-parole du parti, membre du bureau politique de l'UDH, le parti de Guy Bistrafet Colélas. Merci une fois de plus. Merci. Pour nous avoir accordé cette interview. Merci. La porte vous est ouverte. Quand vous le voudrez, revenez sans problème. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont nous suivre en ligne, à la fois sur YouTube et sur Facebook, sur Grévy Web Télévision. À très bientôt. Merci. Comme le disait toujours le défunt président, l'UDH est national. C'est un parti national. C'est un parti de tout le monde. Et l'UDH appartient à la base. C'est un parti de militants. C'est un parti des militants. Les mêmes militants qu'on condamne aujourd'hui sont les mêmes qui ont réussi à réunir les deux partis et à amener la cohésion dans le parti. Est-ce que ce parti-là ne va pas se disloquer? Je ne pense pas. La force d'un parti, c'est sa base. La force d'un parti, ce n'est pas les militants. Et ce n'est pas plutôt les dirigeants. C'est sa base. Donc la base est soudée. Donc la base reconnaît en l'UDH Yuki leur parti. Le parti va toujours survivre.